Saviez-vous que l'on peut développer ses muscles uniquement par la pensée? Ou qu'un aliment puisse brûler des calories en étant consommé? Existe-t-il vraiment un lien entre la force de la poigne et l'espérance de vie? Eh bien, ce ne sont là que quelques-uns des 50 faits que personne ne vous dit sur la forme physique et la prise de muscles. Alors soyez attentifs car nous allons passer en revue des conseils géniaux pour vraiment prendre du muscle, y compris notre préféré de tous les temps. Voyez si vous pouvez deviner lequel. Alors, allons-y tout de suite. Pour le premier fait, nous allons commencer par une grande idée reçue. Et c'est que prendre du muscle n'est pas la même chose que gagner en force. Un muscle plus gros a plus de potentiel de force, mais ces deux adaptations proviennent de processus physiologiques très différents. La taille du muscle est en réalité une modification de l'architecture du muscle, tandis que le gain de force provient d'une amélioration du système neurologique du muscle existant. Il y a certes un chevauchement, mais pour optimiser les deux, il faut s'entraîner spécifiquement pour chacun, surtout la force. Pourquoi la force? À cause du deuxième fait. Augmenter le volume d'entraînement, soit la quantité totale soulevée par un muscle, est la principale variable pour accroître la masse musculaire. La plupart recommandent des charges modérées, soit 70 à 80%, d'une répétition maximale pour 8 à 12 répétitions. Vous pouvez utiliser des charges plus lourdes, allant jusqu'à une répétition maximale ou plus, et les études montrent que cela est largement supérieur. Donc, si vous voulez devenir massif, devenez d'abord fort. Mais les muscles ne sont pas les seuls à devenir plus forts, avec l'entraînement en résistance. Fait numéro 3. Soulever des poids renforce aussi les os. Lorsqu'une charge plus lourde est placée sur l'os, le poids excessif le fait se courber légèrement, provoquant de petites fractures. Ces fractures sont ensuite comblées par ce qu'on appelle des ostéoblastes, qui déclenchent la croissance de nouveaux os. Pour optimiser cette adaptation, effectuez des exercices avec charges lourdes comme squat et soulevé de terre. Le fait numéro 4 pourrait vraiment vous surprendre. Saviez-vous que soulever des poids peut aussi augmenter votre flexibilité? Tant que vous utilisez toute l'amplitude du mouvement. Pour la flexibilité, observez les mouvements réalisés sous charge. Squat profond, développé au-dessus de la tête, fente. Ces mouvements demandent de la mobilité aux hanches, chevilles et épaules. Cela ne signifie pas que d'autres exercices de flexibilité ou de mobilité sont inutiles, mais l'entraînement en résistance avec amplitude complète n'altère pas votre flexibilité et l'améliorera probablement. Attention à votre flexibilité car... Fait numéro 5. Trop de flexibilité peut en réalité diminuer les performances et être tout aussi dangereux que de ne pas être assez flexible. Et augmenter la flexibilité de façon excessive va en fait réduire la stabilité d'une articulation. Ça peut sembler fou d'après ce qu'on vient de voir, mais restez avec nous. La pratique de sports de contact ou des situations sollicitant fortement l'articulation peuvent, en cas de manque de stabilité, provoquer des blessures. Alors, que faire? Eh bien, il suffit d'adapter votre souplesse à votre mode de vie. Maintenant, revenons à la prise de muscle avec le point numéro 6. Malheureusement, nous devons vous dire que prendre du muscle devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que vous vous entraînez. Tout le monde aime les progrès rapides des débutants en musculation quand on gagne vite du muscle. C'est la période la plus agréable, mais le problème, c'est que si prendre du muscle était facile au début, cela veut dire que ça devient plus difficile par la suite. Tu pourrais prendre 9 kilos la première année, mais tu seras heureux d'en prendre seulement 2 les 3e et 4e années. Mais voici la bonne nouvelle avec le fait numéro 7. Une fois que tu as gagné du muscle, le garder est relativement facile. Une revue de 2021 a montré que le seuil pour maintenir la masse musculaire est très bas. Travailler chaque groupe musculaire une fois par semaine jusqu'à l'échec suffit à maintenir ta masse musculaire sur 32 semaines. Pour être clair, tu peux faire une série de chaque exercice. Développer couché, tirage penché, développé militaire, squat, soulevé de terre, par semaine et être tranquille pendant 32 semaines. Maintenant, pour obtenir ce muscle, tu dois faire attention à ce fait suivant. C'est littéralement le principe le plus important en musculation. Fait numéro 8. Tu dois appliquer le principe de surcharge progressive. En résumé, tu dois travailler plus que la semaine précédente. Ça paraît facile comme en camp, mais beaucoup de pratiquants se trompent et pensent que s'entraîner dur suffit. Bien sûr, il faut entraîner dur en ajoutant du poids ou des répétitions et séries. Tu fais croire à ton corps qu'il lui faut plus de muscles pour survivre, d'où l'importance de suivre ton programme. Nous te dirons plus tard quelle variable est la plus simple à manipuler pour la surcharge progressive. D'abord, fait numéro 9. Changer sans cesse de programme te mènera à l'échec. En commençant la musculation,
Tu trouveras de nombreux programmes se prétendant les meilleurs. Tu devras attendre pour savoir quel programme est le meilleur, mais retiens qu'il ne faut pas changer de programme sans cesse. Cela consiste à suivre un programme quelques semaines, puis à en changer pour un autre plus attractif. Pour progresser, suis un plan et applique la surcharge progressive pour la croissance musculaire, au lieu de changer constamment de routine. Ton corps ne peut pas s'adapter du jour au lendemain. Maintenant, pour optimiser la croissance musculaire, tu dois comprendre le fait numéro 10, qui est que tes muscles ne grandissent pas de façon uniforme. Ton muscle n'est pas un seul bloc de tissu. En réalité, il est composé de fibres individuelles. Un muscle peut aussi avoir plusieurs chefs, où divers points d'attache se rejoignent pour former un seul ventre musculaire. Voilà le truc. Des recherches récentes ont montré que si tu fais un seul exercice, ton muscle connaîtra des niveaux de croissance différents selon les zones. Cela peut se produire dans tout le muscle, même sur le même chef, et même dans une seule fibre musculaire. Cette croissance inégale nous amène au numéro 11, qui est que tu dois intégrer une variété d'exercices, utilisant différentes biomécaniques et angles pour entraîner le même groupe musculaire. Bien que cela soit une pratique courante à la salle de sport depuis un certain temps, nous avons maintenant des études pour appuyer cette pratique. Par exemple, pour travailler la poitrine, utilise le développé couché avec barre, le développé incliné avec haltère, les dips et les écartés à la poulie. 4 exercices au schéma varié assurent une croissance optimale de la poitrine. D'un autre côté, le fait numéro 12 nous dit que les programmes Bro Split sont probablement sous-optimaux pour la croissance musculaire. Bien sûr, ils fonctionneront si vous appliquez une surcharge progressive. Des études montrent qu'entraîner un muscle 2 fois par semaine donne de meilleurs résultats qu'une seule fois. Au lieu de faire 6 exercices pour un muscle en une séance, entraînez-le 2 fois par semaine avec 3 exercices à chaque fois. Cela entraîne une accumulation d'un volume de meilleure qualité. Bien que nous voulions tous plus de muscles pour l'esthétique, il existe une autre raison, encore plus importante, d'accumuler de la masse musculaire. Fait numéro 13. Votre indice de masse musculaire peut déterminer votre longévité. L'indice de masse musculaire relie votre taille à votre masse musculaire totale. Des études à long terme ont été menées, suivant la santé de populations âgées pendant 15 à 16 ans. Une relation directe a été trouvée entre leur indice de masse maigre et leur longévité. Ceux ayant plus de masse musculaire vivaient plus longtemps. Il est donc important de s'entraîner en résistance toute la vie pour maintenir une masse musculaire suffisante. Cependant, même si vous êtes plus âgé et que vous ne vous êtes jamais entraîné, il n'est pas trop tard pour commencer. C'est grâce à notre 14e fait, qui est que les personnes âgées peuvent encore gagner du muscle. Il y a une idée reçue selon laquelle nous ne pouvons développer du muscle que pendant notre jeunesse, et que notre seul espoir en vieillissant est de conserver autant de muscles que possible. Il existe de nombreuses nuances dans cette croyance, mais elle est fausse. Même s'il peut être plus facile de développer du muscle pendant la jeunesse, la vérité est que vous pouvez prendre de la masse musculaire à presque n'importe quel âge. Des études montrent qu'on peut prendre du muscle en vieillissant, quel que soit son niveau de forme. Jusqu'à quel âge ? Cette étude a constaté une hausse de masse musculaire de 1,5% à 15,6% chez des personnes de 75 ans et plus. Il n'est jamais trop tard pour commencer, mais à tout âge, il faut garder à l'esprit le fait numéro 15. Boire de l'alcool ne vous rend aucun service. Désolé de casser l'ambiance, jeu de mots voulu, mais cela freine vos progrès à plusieurs niveaux. Pour commencer, cela active vos neurones agouti related peptide. Ce sont vos neurones de la faim qui déclenchent un appétit plus fort. Cela perturbe le sommeil, diminue la récupération, réduit la testostérone et favorise un environnement catabolique. Troisièmement et quatrièmement, cela gêne la synthèse des protéines musculaires et retarde la récupération. Vous pouvez toujours développer du muscle en buvant modérément, mais les effets seront atténués, donc c'est à vous de décider si cela en vaut la peine. Maintenant, même si vous choisissez de consommer de temps en temps, vous devez quand même appliquer le fait numéro 16. Les échauffements sont essentiels pour optimiser les performances. On a souvent tendance à négliger les échauffements, en pensant que ce n'est qu'une simple formalité, quelque chose qu'on fait juste parce qu'on est censé le faire. Certains voient les échauffements uniquement comme une prévention des blessures. En réalité, l'un des principaux avantages d'un bon échauffement est l'amélioration des performances à la salle de sport. C'est surtout vrai pour les séries d'échauffement, qui ont permis d'augmenter la charge pendant les séries de travail. Prenez 10 à 15 minutes de plus pour bien vous échauffer. D'autres idées dépassées ? Que pensez-vous du numéro 17, les bains de glace après l'entraînement ?
Les bains de glace ont eu un énorme impact sur l'industrie du fitness ces dernières années. Ils sont visibles partout sur les réseaux sociaux. Cependant, même si cela présente certains avantages pour la récupération et les courbatures, cela devient délicat lorsqu'il s'agit de la croissance musculaire, et des recherches ont montré que cela peut en fait inhiber à la fois la croissance musculaire et les gains de force. Cela peut sembler confus, mais la récupération et la croissance musculaire sont deux processus différents, bien qu'ils soient liés. Bien que les chercheurs ne soient pas certains de la raison pour laquelle cela se produit. Ils pensent bien que cela a un lien avec le fait qu'un bain de glace diminue l'inflammation, ce qui déclencherait normalement une réponse anabolique. Nous espérons ne pas vous décevoir avec ces informations, mais il y en a une autre à connaître. Fait numéro 18. Le régime cétogène n'est pas bon pour la croissance musculaire. Le régime cétogène est une autre pratique qui a gagné beaucoup de popularité récemment. Cependant, des études indiquent qu'il pourrait nuire au développement musculaire. Il est possible de prendre du muscle avec un régime cétogène, mais les études montrent que c'est beaucoup plus difficile. Le régime cétogène, en améliorant l'utilisation des graisses comme énergie, pourrait aussi aider à préserver la masse musculaire lors d'un déficit calorique. Si développer du muscle est prioritaire, mieux vaut attendre d'atteindre votre masse musculaire avant de débuter le régime cétogène. Pour le numéro 19, puisque nous parlons des idées reçues, parlons du fait que la confusion musculaire n'existe pas. La confusion musculaire a gagné en popularité grâce au programme P90X. L'idée est qu'il faut tromper ces muscles et les entraîner avec des exercices variés chaque jour pour optimiser la croissance musculaire. Eh bien, tu te souviens du fait numéro 8 à propos de la surcharge progressive. Pour appliquer la surcharge progressive, il doit y avoir une structure dans ton programme afin que tu puisses utiliser un exercice pendant un temps minimal, généralement 4 semaines. Cela ne signifie pas que tu ne changes jamais d'exercice, mais il ne faut pas le faire à chaque séance. Suis plutôt le fait numéro 20 et change d'exercice toutes les 4 à 8 semaines. C'est-à-dire tant que l'hypertrophie musculaire est ton objectif principal. Après un certain temps d'entraînement, ces exercices deviennent stagnants et tes progrès ralentissent. À ce moment, tu peux remplacer ton exercice par d'autres à biomécanique similaire. Remplace le développé couché barre par haltère, ou les tirages penchés par le tirage barre en T. Pour le numéro 21, on va devenir psychique. Enfin, en quelque sorte, parce que tu peux développer tes muscles avec ton esprit. Maintenant, tu ne peux pas simplement souhaiter que des muscles apparaissent. Tu peux aussi contracter tes muscles consciemment, ce qui favorise leur croissance. Par exemple, une étude a demandé aux participants d'effectuer un mouvement tout en visualisant dans leur esprit qu'ils réalisaient ce même mouvement. La particularité, ils n'avaient en réalité rien dans les mains. Ils faisaient semblant. Mais on constatait que la simple visualisation favorisait la croissance musculaire, même sans poids. C'est aussi l'un des mécanismes derrière notre prochain fait. Le fait numéro 22, renforcer la connexion esprit-muscle fonctionne vraiment. Des études récentes montrent que se concentrer sur le muscle ciblé à l'entraînement augmente son activation et favorise sa croissance. C'est en gros une astuce simple qui vous permet de développer plus de muscles sans vraiment faire plus d'efforts. Autre astuce pour le fait numéro 23. S'entraîner avec un partenaire donne souvent de meilleurs résultats. C'est exact. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous verrez probablement de meilleurs résultats en vous entraînant avec quelqu'un, car des études montrent que l'entraînement supervisé entraîne généralement plus de croissance musculaire et de gain de force. Les débutants en musculation ont souvent juste besoin des conseils d'un entraîneur, car ils ignorent combien soulever. D'un autre côté, les pratiquants expérimentés pourraient simplement se dépasser davantage grâce à l'aspect compétitif ou à la motivation supplémentaire qu'apporte la présence d'un ami. Vous et votre partenaire pouvez obtenir des résultats différents pour cette raison. Le fait numéro 24 est que la génétique jouera un rôle dans vos progrès. Certaines personnes invoquent la génétique pour éviter de se mettre en forme, mais pour beaucoup, ce n'est qu'une excuse. Cependant, la vérité c'est que la génétique joue effectivement un rôle dans votre capacité à progresser, et détermine même le physique maximal que vous pouvez atteindre. Par exemple, votre structure osseuse peut déterminer la quantité de muscles que vous pouvez porter. L'insertion d'un muscle peut changer sa forme et sa taille apparente. Certains gènes favorisent plus la prise de muscle chez certaines personnes. Deux personnes fournissant le même effort à la salle peuvent obtenir des résultats différents. Cela signifie simplement qu'il faut se concentrer sur soi-même et ne pas toujours se comparer aux autres. La génétique influence aussi la musculation, comme le montre le fait numéro 25. La longueur de vos membres influence vos exercices. Par exemple, ceux qui ont de longues jambes et un torse court sont mieux adaptés aux soulevés de terre sumo. A l'inverse, les personnes aux jambes courtes réussissent mieux les soulevés de terre classiques.
C'est pourquoi votre exécution parfaite d'exercice diffère de celle d'autrui. Le fait numéro 26 est très important, du moins si vous voulez avoir un tronc fonctionnel, et que la fonction principale de votre tronc n'est pas de faire des crunchs. La meilleure façon d'entraîner un muscle est de regarder sa fonction. Avec cela en tête, à quelle fréquence vous promenez-vous en étant constamment penché en avant comme lors d'un crunch? La réponse est, vous ne le faites pas. Au contraire, vous vous tenez droit et fier. Vos abdominaux servent à rigidifier le tronc de façon isométrique pour empêcher le mouvement de la colonne vertébrale. Par exemple, en cas de secousse, vos abdos se contractent pour protéger la colonne vertébrale. En termes de performance, ils se contractent pour que vous puissiez générer de la puissance en tournant au niveau des hanches, comme lorsque vous balancez une batte de baseball. Cela dit, incluez des exercices anti-rotation dans votre programme, comme le pull-off press, les wood chops et les suitcase carry. À propos de vos abdos, évoquons le numéro 27. Votre tronc inclut les abdos, mais pas uniquement eux. Quand les gens entendent le mot tronc, ils pensent aux abdos, et le tronc inclut bien les abdos, mais il comprend aussi les érecteurs du rachis, c'est-à-dire le bas du dos. Certains affirment même que le tronc comprend tout le torse. Lors de vos exercices pour le tronc, travaillez aussi le bas du dos pour éviter un déséquilibre musculaire. Bonne nouvelle, les exercices anti-rotation sont efficaces, mais il faut aussi ajouter des extensions du dos. Pour le fait numéro 28, nous allons parler de la poigne, plus précisément du fait qu'elle est un autre excellent indicateur de mortalité. Parmi tous les objectifs d'entraînement, augmenter la force de la poigne est rarement en tête de liste des priorités dans la communauté du fitness. Cependant, cela devient une mesure essentielle dans le secteur de la santé, et ce pour de bonnes raisons. De nombreuses études montrent que la force de la poigne indique efficacement la mortalité. Une relation inverse a été observée entre la force de la poigne et la mortalité globale ou spécifique. Cela inclut le cancer et les maladies cardiaques. Vous pourriez penser que cela s'explique par le fait que les personnes malades sont faibles et perdent leur force de préhension, mais il est intéressant de noter qu'il semble même exister une relation dose-réponse, ce qui signifie qu'une poigne plus forte équivaut également à une vie plus longue. Une autre raison d'améliorer votre force de préhension, la douleur au coude. Le fait numéro 29 est que des muscles faibles de l'avant-bras sont une cause majeure de douleur au coude. Il existe plusieurs causes différentes de douleur au coude, mais l'une des plus courantes est une affection appelée épicondylalgie latérale, mieux connue sous le nom de tennis elbow. Le tennis elbow est causé par l'inflammation de l'extenseur radial du carpe, l'un des muscles extenseurs situés à l'avant de votre avant-bras. L'inflammation se produit à l'origine située au niveau du coude, ce qui résulte généralement d'une surutilisation, soit à cause de mouvements de préhension prolongés ou répétés. Bonne nouvelle, ce problème se corrige facilement. Incluez des exercices ciblant la prise, comme la marche du fermier, dans votre entraînement. Pour les prochains faits, démolissons quelques autres idées reçues et dictons populaires. Tout d'abord, voici le fait numéro 30. Les abdos ne se font pas dans la cuisine. L'expression « les abdos se font dans la cuisine » est un cliché qui souligne l'importance de la nutrition pour avoir un six-pack. Mais ce n'est pas vraiment vrai. Les abdos se développent, comme tous les muscles, grâce à une surcharge progressive. Sinon, vous ne verrez jamais vos abdos, même très minces, car ils seront trop petits. Vos abdos se forment à la salle de sport et se révèlent grâce à votre alimentation. Cela rejoint le fait 31. La nutrition compte pour 80% de votre succès. La salle de sport pour 20%. Faux! Une excellente nutrition sans entraînement structuré ne permet pas d'obtenir les progrès souhaités. En même temps, si votre entraînement est parfaitement réglé, mais que votre nutrition est désordonnée, vous n'allez pas non plus obtenir les résultats que vous souhaitez. Ne mettez pas ces deux éléments en concurrence comme s'il s'agissait d'une compétition. En réalité, ils fonctionnent ensemble, alors donnez 100% de vos efforts à chacun d'eux. Le fait numéro 32 va pousser cela encore plus loin. Le sommeil et la récupération sont tout aussi importants que votre entraînement et votre nutrition. Votre sommeil et votre récupération peuvent alliant tous deux avoir un effet considérable sur vos progrès globaux. Et négliger l'un ou l'autre aura un impact sérieux sur vos résultats. Négliger le sommeil dérègle les hormones, favorise la prise de graisse et complique la perte musculaire. Ne pas laisser le corps récupérer complètement l'épuise et bloque tout progrès. À ce sujet, fait 33, vous pouvez avancer sans douleur. Bien qu'il y ait des moments où l'entraînement sera inconfortable, ce n'est pas le but ultime. Avec la surcharge progressive, l'objectif est d'augmenter la charge de travail. Cela sera parfois accompagné de courbatures, et parfois non. Ne pas, entre guillemets, le ressentir a peu ou pas d'effet sur l'efficacité de votre séance.
Tant que vous parvenez à réaliser une surcharge progressive, vous allez progresser. Ne cherchez pas à avoir des courbatures. Fait numéro 34. Dire qu'une calorie est une calorie est trop simpliste. Cela résume bien la perte de poids, mais suggère à tort que toutes les calories sont équivalentes. Ce n'est pas tout à fait vrai, car la source compte. Par exemple, l'effet thermique des aliments, correspond aux calories nécessaires pour digérer et absorber un aliment. Les lipides ont un effet thermique des aliments très bas, de 0 à 3%, contre 20 à 30% pour les protéines. Par ailleurs, vous devez veiller à vos macros et micronutriments. Surveillez donc vos calories et la qualité de votre alimentation. Ce n'est pas qu'une question de calories. Alors, que devriez-vous manger ? Eh bien, le fait numéro 35 est que le meilleur régime au monde est, roulement de tambour s'il vous plaît, celui que vous pouvez suivre. Ce n'est peut-être pas la réponse que vous attendiez, mais des études ont montré qu'aucun régime n'a d'avantage significatif sur le long terme, et le seul facteur qui déterminait un meilleur succès était simplement celui qu'une personne pouvait suivre. N'importe quel régime qui vous aide à contrôler vos calories fonctionnera, donc vous devriez simplement suivre celui que vous pouvez tenir, et soyez rassurés, vous n'avez pas besoin d'essayer d'autres régimes. Pour le fait 36, parlons des compléments alimentaires. Pour faire simple, la plupart d'entre eux sont une perte d'argent. Le principal objectif de l'industrie des compléments alimentaires est de gagner de l'argent, ce qui conduit à des promesses de gains instantanés et de fondre de la graisse. Malheureusement, cela n'arrive pas à la plupart des gens dans la vie. Rappelez-vous que les compléments sont un supplément à votre alimentation. Arrêtez de leur accorder autant d'importance, alors que votre alimentation est loin d'être suffisante. Le fait numéro 37 vous fera économiser, car voici les compléments alimentaires, jugés réellement utiles par les études. La poudre de protéines est une façon simple et peu coûteuse d'obtenir des protéines, donc cela vaut vraiment votre argent si vous avez besoin d'aide pour en consommer suffisamment. Après la protéine, la créatine est le complément le plus étudié, le plus efficace et peu coûteux. Ne pas prendre de créatine est une erreur. Troisièmement, la caféine est l'ingrédient le plus efficace dans les pré-entraînements. Par conséquent, les comprimés de caféine sont un moyen très économique d'obtenir de la caféine. Et les deux derniers sont à considérer, la bêta-alanine et les acides aminés essentiels. Vous n'en avez sans doute pas besoin, mais ça peut t'aider. Le reste, pas la peine. Question suivante. As-tu déjà rejoint la tendance de l'entraînement à jeun ? Prête attention au fait numéro 38. S'entraîner à jeun n'aide pas forcément à perdre du poids. L'entraînement à jeun consiste à faire de l'exercice sans avoir mangé depuis au moins 8 heures. On prétend que cela permet de brûler plus de graisse. D'une certaine manière, c'est vrai, car ton corps peut devenir plus adapté à l'utilisation des graisses, ce qui signifie qu'il peut brûler les graisses plus facilement comme source d'énergie. En supposant un apport calorique identique, des études montrent que ce n'est pas mieux que de s'entraîner après avoir mangé. Ton corps brûle toujours la même quantité de calories, qu'elles viennent des graisses ou des glucides. Brûler des graisses ne signifie pas forcément en perdre. De plus, s'entraîner à jeun peut poser d'autres problèmes. Fait numéro 39. S'entraîner à jeun pourrait limiter les gains de force. S'entraîner à jeun empêche l'athlète d'apporter protéines et glucides avant ou après l'entraînement, en raison des contraintes nutritionnelles. Ainsi, si vous suivez un jeûne, entraînez-vous toujours pendant la fenêtre d'alimentation et non durant le jeûne. Nous en sommes au fait 40. Examinons une autre idée reçue, la fenêtre post-entraînement. On dit que votre corps est très anabolique après l'entraînement. Donc il faut manger dans les 30 minutes pour en profiter. L'entraînement augmente la synthèse des protéines musculaires, et ce pic dure plus de 30 minutes. Si vous mangez des protéines toutes les 3 à 4 heures, le repas après l'entraînement devient moins nécessaire. Le seul moment où c'est important, c'est si vous vous entraînez à jeun. Donc, même s'il est conseillé de manger à un moment donné après l'entraînement, il n'est pas nécessaire de s'en inquiéter. Passons au fait numéro 40 et 1 pour devenir sérieux un instant. Bien que ce soit excellent pour votre santé, la réalité est que soulever des poids peut parfois avoir un effet négatif sur votre santé mentale et provoquer une dysmorphie corporelle. Bien sûr, la vie à la salle de sport est une excellente habitude avec de nombreux avantages. Cependant, si tu n'y prends pas garde, cela peut aussi entraîner certains troubles mentaux. La dysmorphie corporelle chez les sportifs peut se manifester en dysmorphie musculaire. C'est lorsque des personnes manifestement en forme n'arrivent pas à voir les progrès incroyables qu'elles ont réalisés, et pensent bobisent toujours qu'elles sont trop petites ou pas assez sèches, et finissent souvent par adopter des pratiques nocives, ou à devenir obsédées par cela. Restez attentifs et fixez des objectifs réalistes. Soyez surtout fiers de vos progrès.
Maintenant, le fait numéro 42 peut être difficile à accepter pour certains, mais c'est un fait de la vie. Vous perdrez naturellement du muscle en vieillissant. Ce phénomène naturel, la sarcopénie, devient surtout visible après 50 ans. Ce processus peut s'accélérer rapidement chez ceux qui ne font pas d'activité physique. Mais en même temps, les personnes qui pratiquent donc l'entraînement en résistance peuvent repousser les effets néfastes jusqu'à un âge beaucoup plus avancé. C'est encore une raison de plus d'adopter une habitude d'entraînement tout au long de la vie. N'arrêtez pas de soulever des poids. Que faire d'autre pour vos muscles? Fait numéro 43. Mangez l'œuf entier. Une étude de 2021 a révélé que manger un œuf entier après un entraînement de résistance augmente davantage la croissance musculaire qu'uniquement le blanc. Cela inclut des augmentations de la force et de l'hypertrophie. On pense que cette astuce fonctionne grâce au cholestérol, nécessaire à la production de testostérone. Ensuite, fait numéro 44, la variable numéro 1 pour l'hypertrophie musculaire. Au début, nous avons évoqué la surcharge progressive et promis de vous révéler la variable principale, la voici. C'est le volume, nous l'avons évoqué brièvement, mais c'est si important que cela mérite un fait à part. Augmenter votre volume est le principal facteur de croissance musculaire. Le volume désigne la charge de travail d'un muscle, soit la charge multipliée par les répétitions et séries. La façon la plus simple d'augmenter le volume est d'augmenter la charge, mais vous pouvez aussi ajouter des répétitions ou des séries. En augmentant progressivement le volume, vous développerez vos muscles. Fait 45, il est aussi très important, alors soyez attentifs. La salle de sport sert à construire ou à maintenir la masse musculaire, tandis que la nutrition contrôle notre poids. Votre priorité pour choisir un programme de résistance doit être sa capacité à développer ou préserver la masse musculaire, et non le nombre de calories brûlées. La nutrition est la meilleure et la plus simple façon de contrôler votre alimentation. L'entraînement brûle des calories, mais son objectif principal est d'améliorer notre musculature. Fait numéro 46. Notre corps fonctionne au mieux lorsqu'on le voit comme une machine. C'est probablement notre fait préféré, et il s'applique presque partout. On ne met pas de carburant sale dans sa voiture, alors pourquoi le faire avec son corps? Privilégiez une bonne alimentation. Vous ne pousseriez pas votre voiture dans le rouge, ni ne la laisseriez tourner toute la nuit. Faites de même pour votre corps, et laissez-le s'arrêter et se reposer de temps en temps, afin qu'il ne tombe pas en panne. En fait, votre corps est la machine la plus sophistiquée que nous connaissions, et le traiter comme tel donnera les meilleurs résultats. Notre deuxième fait préféré est peut-être le fait 47. Concentrez-vous sur les bases, car elles sont responsables de la majorité de vos progrès. Bien sûr, nous aimons apprendre et mettre en pratique de nouveaux exercices. Nous savons cependant qu'ils passent après les bases. Par base, nous entendons les grands mouvements composés, comme le squat, le développé couché, le soulevé de terre, les tirages et le développé militaire. Aussi, des exercices au poids du corps, comme dips, pompe et traction, supination ou non. Pour continuer là-dessus, pour le fait numéro 48, progresser à la salle de sport est simple. Concentrez-vous sur les bases, appliquez la surcharge progressive et mangez correctement. C'est la base de tous les pratiquants qui réussissent. Se concentrer sur l'essentiel accélère votre progression. En parlant de nuances, comme nous arrivons presque à la fin, nous allons regrouper 3 questions pour le fait numéro 49. Devriez-vous faire du high intensity training ou du low intensity steady state? High intensity training signifie entraînement par intervalle, à haute intensité, alternant efforts intenses et courte récupération. Low intensity steady state désigne au contraire un état stable et peu intense. Il s'agit de travailler lentement sur une longue durée, comme un jogging lent de 45 minutes. Lequel des deux était meilleur a longtemps été débattu, mais il y en a d'autres. Par exemple, les tractions pronation et supination sont souvent opposées. Laquelle choisir? Qu'en est-il du soulevé de terre sumo contre le soulevé de terre classique? La réponse à toutes ces questions, faites-les tous. On oppose souvent exercices et méthodes d'entraînement, comme s'il fallait choisir l'un ou l'autre. En réalité, chacun a ses avantages et fait travailler des groupes musculaires ou systèmes physiologiques différents. Par exemple, nous savons que le entraînement fractionné de haute intensité et le low intensity steady state brûlent tous deux des quantités similaires de graisse et augmentent tous deux la VO de max. Le entraînement fractionné de haute intensité sollicite les systèmes anaérobies, le low intensity steady state les systèmes aérobiques. Chaque fois que vous tombez sur l'un de ces choix et que vous ne savez pas lequel choisir, incluez simplement les deux. Nous avons déjà parlé du meilleur régime. Pour notre dernier fait, le numéro 50, nous allons parler du meilleur programme. Comme pour votre régime, l'essentiel est de suivre ce qui vous convient sur la durée.
Une habitude de remise en forme durable offre les meilleurs bénéfices. Bien sûr, il existe peut-être des programmes qui permettent de gagner plus de muscles ou de force à court terme, mais l'objectif ultime est de vivre plus longtemps et en meilleure santé, ce qui vous donne de plus en plus de temps pour devenir en forme, prendre du volume ou atteindre n'importe quel objectif que vous vous fixez. Et cela se fait tout simplement en restant actif toute votre vie. Et voilà. Comme nous l'avons expliqué, nous espérons que vous avez compris notre point principal. Soulever des poids est l'une des activités les plus saines et n'a pas à être compliqué. Comme l'a dit le fait numéro 47, concentrez-vous sur les bases, appliquez la surcharge progressive et surveillez votre alimentation. Vous pouvez acquérir de nombreuses connaissances en chemin, et nous espérons que c'est le cas.